Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, premier back-check de la saison. Stéphane, ça a été une soirée ô combien compliquée pour les clubs romans. Oui, il faudrait peut-être leur dire que c'est commencé les playoffs. C'est ce soir que ça commençait. Petit message qu'on aurait dû leur faire avant, peut-être. Oui, en tout cas, distribution de savon, hein, parce qu'il y en a eu des sailloules là, beaucoup ce de buts, soir. puis beaucoup de buts. Beaucoup de buts, une pluie de buts. Nous qui étions habitués aux playoffs à avoir des scores plutôt serrés, ça n'a pas été le cas. On va revenir sur la claque qui est concédée par Genève Servette ce soir du côté de Berne, 7-0. Ça a fait mal. Hein. Et puis Zug poursuit sur sa lancée de la saison régulière, s'impose assez facilement contre Zurich à la Mado 4-1. La déception de la soirée, c'est quand même Bienne face à Davos, alors que Bienne menait 2-0 après 20 minutes de jeu. Et puis départ canon de Lugano, Hoffman, 3 buts en 7 minutes. Victoire facile de Lugano, 6-2 contre Fribourg. Et puis l'image du jour, c'est bien sûr la large victoire du CP Berne, le favori au titre, qui a atomisé Genève Servette sur le score de 7-0 avec un Robert Mayer, pas forcément des grands soirs. Ce soir, pour nous accompagner pour ce premier back-check de ces playoffs, nos deux invités, Gilles Montandon et Mike McNamara. On va revenir, bien sûr, messieurs, sur ces quarts de finale, revenir également sur les rencontres du tour de placement et notamment sur la performance du Lausanne Hockey Club ce soir. Et on attaque tout de suite avec la première série, le CP Berne face à Genève Servette. Le vainqueur de la saison régulière qui a été en mode véritablement démonstration ce soir face à Genève Servette qui partait avec Kerenen, non pas Fransson, hein, donc pas deux défenseurs étrangers, mais un seul Temernes. Mais c'est surtout un Robert Mayer qui a pris véritablement le bouillon ce soir à l'image de cette relance complètement ratée. Le gardien genevois qui a finalement fragilisé Gilles Montandon, cette équipe de Genève Servette qui va encaisser 4 buts, donc 3 buts en l'espace de 10 minutes. Il y avait déjà 3-0 après 10 minutes de jeu. Ischier pour le 1-0, Raymond et Bodenman pour le 3-0. Si vous jouez du côté, évidemment, de la Postfinance Arena, 17 000 spectateurs qui vous attendent. Ces spectateurs, ils sont là, l'équipe aussi. On se demandait comment allait négocier le CP Berne ce premier match. Réponse sur la glace. Oui, effectivement, mais vu la prestation du Genève Servette ce soir, je pense que Robert Mayer n'est pas le seul coupable, parce que je veux dire, ça reste pathétique. Hein. Premier match de play-off, ils ont déjà eu de la chance de pouvoir faire les play-offs, ils arrivent, premier match, ils ne se présentent pas. Je veux dire, voilà, ça frise le ridicule, quoi. Je veux dire, on a l'habitude des premiers matchs de play-off hyper accrochés, hyper disciplinés et tout, se permettre des fautes, le gardien, il fait un peu ce qu'il veut, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de structure, il n'y a rien. C'est un match qui passe haute, c'est un match qui est donné. Alors après, bien sûr, c'est comme je dis toujours, le score n'a pas toujours quelque chose à voir. Mais quand même, je crois qu'au niveau de l'image, là, ça calme quand même un peu. Et puis ça veut dire que le deuxième match maintenant, Genève sera déjà de nouveau sous pression. Donc je me demande jusqu'à quel point ils seront concernés par ce qui se passe. Et parce que Mike, je pense que du côté de Genève, évidemment, on n'a pas voulu, avant ce match, perdre 7-0, on est bien d'accord. Mais j'ai envie de dire, le CP Berne n'a pas forcément besoin de gagner 7-0 le premier match pour être en confiance dans un tour de play-off. Non, mais c'est le début du match, là, les deux mauvais buts où le gardien n'est pas capable de faire sortir le puck. D'habitude, c'est plexiglas, et si tu veux l'arrêter, tu l'arrêtes avec ton casque. Puis après ça, 3-0, 4-0, je pense que... Mais c'était dit. C'était décidé, et puis il y avait un manque de discipline après. On a commencé un peu à préparer le prochain match, mais peut-être pas de la meilleure manière. Juste un jeu agressif, quelques coups vraiment un peu méchants. Et puis, mais 7-0, 1-0, il y a un match de gagner. C'est ça, c'est... On retourne à Genève. L'histoire ne retiendra pas le score du match si Genève gagne le 2-6. Tu perds 3-2 en prolongation, ça fait 1. Hein, oui, c'est ça. On est d'accord. C'est une victoire qui n'est pas pour la confiance, c'est pas idéal. Mais on a déjà vu des équipes se faire planter le premier match puis rebondir. Ouais. Ça arrive. C'est des trucs qui arrivent. Disons que c'est un match oublié. Je pense que l'entraîneur va tout simplement oublier ce match-là. Il va dire on tourne la page, on passe à la page 2 du livre. C'est une page vierge, puis on recommence. C'est pas le choix de toute façon. De toute façon,
L'entraîneur a l'attention des joueurs maintenant. Ils savent. Et notamment de Robert Mayer, parce qu'il y a dû à la distance, bien sûr, dans chaque série entre les deux portiers, Giannoni d'un côté, blanchissage, presque une habitude finalement à cette saison pour Leonardo Giannoni, et puis Robert Mayer de l'autre côté qui se plante, qui se fait sortir après 20 minutes de jeu. C'est quand même votre gardien numéro 1 qui passe 20 minutes pour le premier match. Effectivement, donc c'est un choix, ça. J'ai quand même l'impression que du côté de Genève, ils compliquent quand même la situation, quoi. Alors effectivement, je comprends bien, 7-0, 1-0, tu perds un match, tout ça, je suis d'accord. Mais par contre, je veux dire, au niveau des doutes que tu peux avoir, marquer les esprits, avoir des certitudes, je veux dire, une équipe, elle vit un peu avec ses certitudes. Là, je veux dire, tu n'en as plus du tout, il y a tout qui explose, quoi. Donc tu repars le match prochain. La confiance. C'est ça, tu repars avec quoi, puis avec quelle certitude Et messieurs, il y a 4-0 c'est possible, après 20 minutes de jeu, il n'y a pas de pénalité. C'est 4 buts marqués à 5 contre 5 aussi. Voilà, c'est après, en troisième période, qu'en effet le jeu va se durcir, que les pénalités vont tomber. Mais c'est surtout, regardez cette charge de Noah Rod. C'était en deuxième période. Messieurs, on va la voir. Noah Rod sur Bloom. Et ça, c'est un vilain geste. Et alors, c'est peut-être un full body contact, Stéphane ? Alors, à mon sens, il n'y a aucun angle qui prouve que le point principal de contact, c'est la tête. Alors, ça sera une charge contre la tête ou non, j'en sais rien, mais c'est une charge qui est inutile sur un joueur qui ne le voit pas venir à ce moment-là du match. Voilà, pour moi, ça mérite une pénalité majeure, ça c'est certain. C'est au minimum, c'est 5 plus match pour moi, il n'y a pas de discussion. Suspension ou pas, je laisserai à des gens à décider, mais c'est un geste gratuit, inutile, sur un joueur qui ne voit pas venir. Il explose au dernier moment, il se fait grand, il y a tous les symptômes d'une charge vraiment incorrecte. À 6-0. À 6-0. Oui, on va envoyer un message, blablabla, blablabla. Moi, je pense que les arbitres ont manqué le cas. Je l'ai expliqué tout à l'heure entre les périodes pour ceux qui étaient avec nous. C'est 6-0. Tu dis, bon, là, les joueurs vont se permettre des gestes qui ne se permettraient pas d'un match de 2-2. C'est plus difficile de garder le contrôle quand le score est large puis le jeu est fait parce que les gars, ils n'ont rien à perdre. Ils s'envoient des messages et tout. Le meilleur message à envoyer là, ça aurait été de dire vestiaire, 5 plus match, t'es loin. Là, tu envoies un message à tous les joueurs que le prochain qui fait l'imbécile, le prochain qui fait un vilain geste, vous avez payé le prix, vous allez avoir une amende, les gars, etc., puis peut-être une suspension. Alors là, on l'a laissé dans le match, puis on a vu après, des empoignades et tout, ça finissait plus. Mauvais message à envoyer. En tout cas, il y aura une enquête qui sera ouverte, je suis à peu près certain. On va analyser cette charge en détail. Qu'est-ce que ça va donner? On verra. Les angles, il a de la chance parce qu'on n'a aucun bon angle. On verra bien, on verra bien. On a fait affaire à suivre, comme on dit. Dernière image à vous montrer, c'est Tanner Richard qui envoie des petits bisous à la Post Finance Arena. Regardez quand il passe sur l'écran. Et ça fait plaisir au public. Il l'attendait pendant l'interview. Enfin bref, ça commence à chauffer, je peux déjà vous dire. Mais ça fait partie aussi des playoffs, un tout petit peu, ce genre de geste. Je vais vous donner des cartouches à l'autre équipe quand vous faites ça. Je suis désolé. C'est rigolo, mais je pense que l'entraîneur n'apprécie pas. Hein. L'entraîneur, tu dis, les gars, arrêtez de donner des cartouches à tout le monde. Là, qu'on montre qu'on pète les plombs, qu'on perd les pédales, qu'on réagit au public. Quand tu commences à réagir au public, là, c'est un très, très, très mauvais signe. Très mauvais signe. Ça va rester humble un peu quand même. C'est ça. OK, on va écouter une interview à l'issue de cette claque reçue par Genève Servette. On va écouter tout de suite la réaction de Florent Douet. Expliquez-nous avec vos mots ce qu'il s'est passé ce soir ici à Berne. Il n'y a pas trop d'explications, on a été mauvais, c'est tout. On n'est pas arrivé dans le match tout de suite, on fait des erreurs et puis on n'arrive pas à jouer à notre niveau ce soir. Contre Berne, comme ça, c'est impossible après de pouvoir prétendre encore à avoir une chance dans un tel match. Ah non, c'est clair, à 4-0 au bout de je ne sais pas combien de minutes, c'est presque impossible de revenir. Après, voilà, on n'a pas su lever la tête encore, on se prend encore des buts derrière, c'est frustrant. L'entraîneur a fait un petit point avec vous là dans le vestiaire. L'important, c'est de tout de suite oublier ça. Ouais, c'est clair, on est en play-off, on n'a pas le temps de cogiter, ça s'enchaîne vite. Donc voilà, la défaite elle est derrière. Maintenant, on a un gros match mardi à la maison et celui-là, va pas falloir jouer comme ce soir. Merci. Voilà, réagir vite en ce qui concerne Genève Servette. Autre série, bien sûr, très intéressante. On va prendre le deuxième au classement, c'est Zug qui affronte Zurich. La grosse interrogation, c'était de savoir où se situe finalement Zurich. Face à une des grosses cylindrées du championnat, bien Zug a répondu, présent à maîtriser son match quasiment de la tête et des épaules, messieurs. Parce que certes, Zurich va revenir en fin de partie, en troisième période, mais Zurich va mettre 50 minutes avant de trouver l'ouverture. Et finalement, Zug avec Stolberg sur un assist de Roy va prouver une nouvelle fois, Mike, j'ai envie de dire que les étrangers zougois sont véritablement des joueurs de premier plan à l'image de ce geste comme ça.
Absolument. Et puis, ils sont des joueurs qui, chacun apporte quelque chose d'autre. Tu as deux joueurs, un gars comme Rowe qui est très, très dangereux, bonne vision de jeu, il peut marquer des buts. Tu as Stahlberg, un gros mec qui a beaucoup d'expérience à la Ligue nationale. Klingberg, très bon en infériorité. De nouveau, un gros joueur assez rapide. Et puis McIntyre, c'est un bon joueur pour faire jouer contre la première ligne des autres, un joueur de two-way. Et puis en plus, Zug, si on regarde maintenant, Steph l'a dit auparavant, pendant le championnat, il jouait toujours avec des blessures, surtout à défense. Maintenant, au complet, on regarde l'équipe, il n'y a pas beaucoup de trous. Moi, je les vois presque comme favoris. La seule faiblesse qu'on peut leur trouver, c'est la mobilité en défense. C'est ce qui leur a fait perdre le championnat l'année passée contre Berne en finale. C'est la mobilité des joueurs de défense. Ils sont lents et on ne parle pas d'Eveling. Eveling est très, très lent. Grossman a ralenti aussi un petit peu. Morin, c'est pas le plus mobile aussi. Après, c'est jeune. Voilà. C'est ça la différence. On a vu Diaz marquer, Klingberg marquer, Stolberg, Diaz, Klingberg. C'est quand même des cadors, hein, franchement. Les leaders, quand t'es meilleur, sont tes meilleurs. Kevin, ça c'est peut-être le but qui aurait pu faire douter Zug, le but de l'espoir entre guillemets pour Zurich, cette équipe du Z qui va finalement s'incliner 4-1. Mais c'est clair, Gilles Montandon, que Zurich continue, j'ai envie de dire, d'être au niveau qu'ils nous ont montré les derniers matchs. Sur la leur pause lancée, olympique n'a pas révolutionné l'équipe. Le changement d'entraîneur n'a pas révolutionné finalement cette formation qui a du talent, a des possibilités, mais se trouve finalement assez limitée. Oui, effectivement, il n'y a aucun coup d'éclat. C'est une équipe qui est terne, qui est pas reluisante, qui m'a l'air un peu lisse comme ça. Je ne sais pas, ils sont aussi une équipe apparemment qui doute un peu. Ça, la mayonnaise n'a jamais pris, quoi. Effectivement, ils ont eu beaucoup de blessés aussi pendant la saison. Voilà, quoi. À peu près comme toutes les équipes, il y a eu effectivement un changement d'entraîneur, mais ça ne va pas mieux, ça ne va pas moins bien. C'est une équipe qui reste un petit peu à la hauteur de ce qu'ils nous ont montré, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, pas grand-chose. Non, pas grand-chose en effet. Pourtant, vous avez des lignes intéressantes. Hein. Herzog, Peterson, Souter, Kenitz, Vic, Pelletier. Vic, c'est un petit peu quand même l'interrogation aussi. Un Roman Vic... On dit que c'est un joueur de beau temps. Pas loin de la... Non, mais c'est vrai. C'est un gars qui, quand t'es dans le trou, il t'aide pas beaucoup. Dans un match facile, il va t'aider. Il est bourré de talent, mais voilà. Mais ce soir, on faisait jouer un jeune de 17 ans en défense en play-off du côté de Zurich, Tim Bernie. Il a été sur la glace ce soir, un joueur de 17 ans. Il était au championnat du monde. Il est en 2000. Il jouait ce soir de façon régulière. On avait un Guérin en défense qui est jeune aussi. Voilà, donc je pense que la défensive de Zurich est très, très, très fragile cette année. À voir quand même le deuxième match, voir si la réaction de Zurich, voir si devant leur maison, public, ils peuvent élever. En effet, mais ça va être, s'ils se mettent, ça se met à mal tourner à la maison, le public de Zurich peut être très, mais très, très dur avec son équipe locale. On verra ça. Allez, on passe à Bienne Davos, si vous le voulez bien, messieurs. Là aussi, c'était très intéressant entre Club Bromont, évidemment, Lys, qui avait l'avantage de la glace, hein, comparé à Genève Servette, on l'a vu, et tout à l'heure à Fribourg-Gotteron. Un HC Bienne qui va véritablement nous montrer deux visages durant ce match, Mike, en maîtrisant les 10 premières minutes de jeu, on va dire. Très, très bien, en marquant 2 fois par Yogi, superbe travail de Rayala, et par Lutti. Et ensuite, il y aura le temps mort d'Arnaud Del Curto. Et puis Davos, voilà, va changer, va redevenir finalement Davos, va remettre beaucoup de pression sur la cage et va se passer ce qui va se passer finalement en deuxième période. Mais le changement, il a déjà lieu finalement. Ouais. Et puis moi, je l'ai vécu ça plusieurs fois. Quand j'étais l'entraîneur, où on menait vite 2-0, puis tout d'un coup, c'est 3-3, un match à jouer, on était souvent capable de revenir. Mais c'est presque dangereux quand vous marquez les 2 buts tout de suite comme ça, tu as l'impression, oh, maintenant on y va, et puis l'autre équipe, peu à peu, revient dans le match. En effet, il y a presque moins de pression, je pense, sur les épaules de Davos, 0-2, mais on va commencer à jouer, on va essayer de retrouver notre jeu, et puis chercher le prochain but, et puis tout d'un coup, ils ont dominé la fin du match. Hein. Les 2 derniers tiers étaient vraiment... Le premier tiers, Bienne s'en est bien sorti avec un résultat. Oui. C'était un peu contre 14-9 les tirs au but, puis mène 2-0. Donc, grosse efficacité. C'était flatteur. Ouais. C'était flatteur. Ouais. Après ça, on a senti vraiment que l'ascendant de Davos
Mais on le rappelle aussi, on l'a analysé ici, il y a eu à mon avis, les arbitres n'ont pas fait un grand match. En deuxième période, notamment. En deuxième période, il y a eu 3 fautes qu'on a montrées ici. Pour moi, que c'est du 100% qui n'ont pas été sifflées, notamment avant le troisième but qu'on va voir après. Et puis ça a changé aussi. Davos a durci le match, mais on leur a permis de durcir le match de façon un peu illégale. Et puis, si ces pénalités-là sont sifflées, Bien se retrouve 3 fois en powerplay au deuxième tiers. Au lieu de ça, il joue 1 fois en box-play. Et puis, ça change la physionomie du match. C'est ce qu'on appelle les non-calls. Les pénalités qui ne sont pas données ont changé l'allure du match. Oui, et puis j'ai envie de dire les petites erreurs aussi, les petites erreurs individuelles à l'image de ce deuxième but encaissé par Bienne sur une réussite d'Egli avec un Jonas Hiller stratosphérique avant ses playoffs, plus de 95% d'arrêt, on en parlait Gilles, qui redevient humain sur ce coup-ci pour l'égalisation. Oui, effectivement. Mais je pense que s'ils n'avaient pas marqué ce goal-là, ça aurait quand même été partie remise parce que c'est vrai que l'ascendant de Davos sur le match a été crescendo. Donc c'est une équipe qu'on pouvait pas, ou que Bienne ne pouvait pas retenir longtemps, quoi. Je pense que c'était pas dire que c'était écrit d'avance, mais c'est vrai qu'avec peut-être les pénalités non sifflées et la mise en train de Davos, là, ça aurait été. C'était une équipe, bon, on sait que c'est un os, surtout en play-off, c'est des mecs qui se transcendent. Et ce soir, ils l'ont bien prouvé. Oui, on a bien vu le coup de crosse de Koussa dans le visage de Kevin Fay, non sifflé, et ensuite l'action se poursuit à goal. Oui, l'action se poursuit, Kevin Fay est déséquilibré un peu, perd son homme et tout, et on encaisse le but. Donc si cette pénalité-là est sifflée, il n'y a pas le but qui est marqué, grosse conséquence. Et là, sur cette séquence-là, c'est une superbe action. Donc ça, c'est le but marqué en powerplay, je pense, c'est la pénalité d'indiscipline de Marc-Antoine Pouliot, qui a été victime, lui, d'une faute, qui a commis une faute revancharde. Et puis au deuxième tiers, il a remis ça un petit peu. Manqué de discipline, Pouliot, aujourd'hui, a un peu perdu les pédales. Et puis regardez Corvi, l'incursion de Corvi est juste magnifique. La passe millimétrée, la reprise de volée pleine lucarne. L'exécution de Davos était magnifique. Mais Corvi, ça a été un petit peu le bourreau, finalement, aussi les Zélandais. Ce soir, il a été très bon. C'est le joueur qui a pris encore plus de vitesse, on va dire, du côté de Davos, qui a vraiment transpercé cette défense biennoise et qui a fait la différence. Et puis le power play aussi, quand même 2 buts de Davos en troisième période, ça aussi la différence. Bien n'a pas eu beaucoup de possibilités à 5 contre 4 et n'a pas su capitaliser au bon moment. Quoi qu'il en soit, 5-2. Pourquoi la défaite la plus rageante? Parce qu'on a senti cette équipe quand même bien partie dans le match, tenir le début de match avec une grosse pression physique et ensuite, quasiment, Mike, on a l'impression qu'il n'y a plus d'idées non plus du côté de Bienne. J'ai l'impression peut-être qu'ils pensaient trop au jeu de Davos. Pendant cette période où ils ont vraiment flambé, ils n'ont presque pas perdu de match. Et ils ne s'occupaient pas tellement du jeu des adversaires. Ils ont attaqué agressivement, forechecking, ils patinaient, ils donnaient les pucks vite. C'est les autres équipes qui s'ajustaient à leur jeu. C'est ça. Qui étaient en tête s'ajuster au jeu de Et ce soir, même quand on a entendu Antti avant match, il faut faire attention, ils jouent d'une autre manière, il faut qu'on joue très, très bien tactiquement. Et puis c'est toujours le risque. Naturellement, nous, des entraîneurs, on pense toujours aux tactiques. Parfois, on pense qu'on est responsable pour les victoires et les défaites. Pour finir, tu dois aussi laisser les joueurs jouer. Et puis, j'ai l'impression ce soir qu'on a trop regardé Davos, on n'a pas joué comme on est capable de jouer. Très bonne explication. Eh bien, justement, les joueurs, on va maintenant les écouter à l'interview, plus précisément. On va écouter tout de suite Jason Fuchs. Jason Fuchs, tout se passait bien, 7 premières minutes, 2-0 pour Bienne, et puis à ce temps mort d'Arnaud Delcourteau, et ça vous sort du match. Je pense que le premier terrain en général, on l'a très bien géré, on a très bien joué, on a joué notre système, tout allait très bien. Début du deuxième, on a eu un peu plus de peine, leur premier but nous a fait mal, et puis après c'est eux qui ont repris confiance, et nous on n'a pas été capable de continuer sur notre lancée et de suivre notre système. Comment vous vous expliquez que vous avez sombré comme ça? C'est difficile à dire, très difficile à dire, je pense que Davos a aussi élevé son jeu. Après, nous, on doit vraiment se concentrer sur nous-mêmes et puis c'est à nous de donner une prestation de 60 minutes pour pouvoir gagner les matchs. Est-ce que la pression des playoffs a joué en votre défaveur? Je ne dirais pas que ça joue en notre défaveur. C'est sûr qu'il y a un peu plus de pression en playoffs, mais on joue aussi pour ça. Donc, on doit pas se laisser toucher par la pression. Merci beaucoup, Jason Fuchs.
Lugano-Fribourg, autre rencontre de la soirée, et là aussi, avantage de la glace, donc pour les Tessinois dans ce match face à Fribourg-Gotteron. Où se situe Fribourg-Gotteron? C'était la question qu'on se posait en début de soirée. À quel niveau allaient être les Fribourgeois? Eh bien, ce qui est sûr dans ce début de match, c'est qu'il y a un joueur qui avait le niveau. Il était malheureusement du côté luganais. Et il a véritablement flambé. Il a marqué les 3 premiers buts de son équipe. On veut parler d'un des plus grands snipers de notre championnat, bien sûr, Grégory Hoffmann. Gilles Montandon, quel début de rêve quand même pour un joueur. Vous attaquez les playoffs. Premier match à domicile, la Rezega pour la Courva Sud et vous offrez un hat-trick. Ouais, effectivement, c'est vrai que cette année, c'est vraiment une révélation. Ce Hoffmann, il a toujours été capable de marquer des goals, mais spécialement cette année où il prend vraiment un rôle de sniper. Ils en ont plusieurs. Il y a Fazzini aussi, qui n'est pas un manche. Il y a Lapierre aussi, qui se défend pas mal. Et puis effectivement, premier match des playoffs, match à la maison, 3 goals en quelques minutes. Je veux dire, voilà quoi. Le mec, il annonce la couleur. Il n'est pas tellement apparemment impressionné non plus par Fribourg, non plus par le premier match des playoffs. Et puis on voit qu'il a un sens du jeu, il est communicatif. Il va jusqu'au bout, il est serein, il est content de lui, il a confiance et puis c'est un renard du slot finalement. Ah c'est ouais, vraiment un renard du slot. Là, ce but-là, il est vraiment... Au niveau du timing, là, dans les attaques au goal comme ça, il est vraiment super bon, effectivement. Ouais, il se balade en tout cas dans cet avant-match avec ce score de 3-0. Score peut-être un peu trompeur parce que Fribourg s'est aussi créé des possibilités évidemment durant cette première période, on va y revenir. Mais qui dit play-off dit jeu. Musclé, il y a des contacts, on va le voir. Regardez Valker qui s'amuse, dira-t-on, avec Barry Brust. Pourtant, Barry Brust, c'est pas un petit morceau. Et hop, regardez, Barry Brust qui retient, Valker. Lequel des deux, Stéphane? Moi, je pense qu'à la base, c'est Barry Brust qui le retient. On le voit qu'il retient la jambe de Valker. Il le fait tomber. Et puis là, Valker, un peu frustré, Brust continue à le retenir. Et là, Valker en rajoute. Donc, c'est que Valker qui a été pénalisé sur l'action. Moi, je pense que les deux auraient mis à quelque chose. Mais voilà, c'est anecdotique, mais quand même, ça avait l'air très, très violent. On aurait cru que Valker avait chargé le gardien. C'est rien à voir avec ça. C'est vraiment Brust qui le bloque. Les gars, vous êtes d'accord? Voilà, donc Brust fait son petit malin, et puis il tombe avec, et puis là, Valker s'est fait prendre. Hein, il a insisté un peu trop. Bon, s'il ne le retient pas, je veux dire, le puck est libre devant. S'il ne le retient pas, c'est un goal. Hein. Voilà. Donc c'est clair, l'un dans l'autre, il laisse traîner la papate, et puis il retient un peu le joueur. À noter que le score était de 2-0 à ce moment-là. Hein. Et puis on va voir la réduction du score de Fribourg-Gotteron par Kinsley, le but de l'espoir, comme on l'appelle souvent, puisqu'on sait qu'à 3-0 en hockey sur glace, rien n'est dit, et Fribourg-Gotteron qui va pouvoir réduire le score d'un but venu un petit peu de nulle part, en tout cas un tir qui surprend cette fois-ci Merzlikins. Effectivement, regardez, il y a un puck qui est libre, il saute dessus, il n'y a personne devant le but. Les joueurs de Lugano devant le but, ils s'enlèvent de la ligne de shoot exact pour que Merzlikins voit la rondelle, puis là, il s'est fait battre. C'est un mauvais but, clairement un mauvais but de Merzlikins qui a semblé surpris. Peut-être qu'à l'époque, elle semblait avoir une trajectoire tombante en regardant sa réaction, ça peut arriver. 0-0, il n'y a pas eu de but en deuxième période. Ça veut dire quand même que la rencontre a été serrée, mais Fribourg-Gotteron qui va s'écrouler en troisième période avec le 4-1 signé Wellinger, avec ce puck qui a été touché par le casque de Sébastien Roy. Donc on aurait tendance, regardez, on le voit sur ces images, attention, bing, voilà. Vous voyez, vous l'avez vu? Donc moi je propose de donner ce but à Roy. Et j'ai l'impression que c'est pas le premier qui met comme ça. Il n'y avait pas eu une fois à Bienne justement pendant les playoffs. Il y avait eu un Lugano avait shooté à contrôler, mais en tout cas, c'est pas le premier. Voilà demander à son papa, il sera sur le plateau ici jeudi prochain. On va lui dire ça. On lui demandera. On a un album collector des buts marqués du casque par mais il marque des buts importants. Bon, là, c'est... Roman Anguille pour le 5-1, Lapierre pour le 6-1, Lapierre, Lajunen, Hoffmann. C'était l'un des trios gagnants véritablement ce soir. Fribourg qui réduira le score par Rossi, mais un but un petit peu anecdotique si ce n'est le point et la passe de Julien Sprunger. 6-2. Là aussi, Mike, c'est pas très encourageant, bien sûr, pour Fribourg-Gotteron, c'est évident. Mais j'ai envie de dire que ce début de match, avec ces 3 buts après même pas 15 minutes de jeu, c'est quand même compliqué quand vous allez jouer à la Rezega. Après 15 minutes, vous avez déjà donc ça part mal. Un malus de 3 buts. Non, exactement. Et puis après le 1-3, tu as quand même un peu d'espoir. Et puis le 4e but, et puis tu sais que le train est déjà parti et puis
tu n'es pas là-dedans. Oui, puis c'est le premier match. On a quand même tendance à dire on va pas tout jeter peut-être d'énergie, une grosse dépense d'énergie pour finalement peu de chances de ramener quelque chose. Je pense qu'ils ont continué à jouer, mais peut-être on ne le croit plus. Et puis comme Genève, ça part 0-0 le prochain match. C'est pas dit que Lugano, c'est une équipe qui a eu des hauts et des bas cette année. C'est une équipe qui a eu de la peine à maintenir le niveau qu'on attend de ce talent. Et moi, ce qui m'inquiète, Bienne et Fribourg, c'est que les deux gardiens ont pris l'eau ce soir. Et c'est des pièces maîtresses. Heller et Brost, c'est les pièces, c'est l'as. Hein? C'est le joker plutôt dans le jeu. Et là, ce soir, les deux ont mal paru. Oui. Brost, des déplacements entre les jambes, des buts qu'on n'a pas l'habitude de le voir encaisser. Le puck le frappe d'habitude 2-3 fois, il est trop loin dans sa cage, le déplacement n'est pas sharp. Il prend un but vraiment facile, un autre de la ligne bleue qui n'est pas masqué. Les deux gardiens ont pris des buts qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre. Ouais. Absolument. On va écouter une réaction là aussi. Après cette défaite de Fribourg-Gotteron, écoutons la réaction de Ralf Stadler. Ralf Stadler, ce match, il se joue quand même beaucoup dans le premier tiers-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je crois on était un petit peu nerveux au début, trop nerveux. Voilà, eux, ils sont efficaces, comme on a dit. Ils ont marqué tout de suite 3 buts et on n'a pas eu de réponse tout de suite. Il faudra défensivement que vous réussissiez à serrer davantage, à laisser moins d'espace. Ouais, je crois qu'on n'a pas fait de grandes fautes. C'était des petits trucs. C'est là où cette série va se décider, où on doit être beaucoup mieux à la maison le prochain match. Justement, à quel match peut-on s'attendre mardi? Quel type de match? Ça va être un autre match comme nous, on peut jouer chez nous. Le public va être pour nous. Ça va être difficile pour eux. Je crois que c'est nous qui sommes l'avantage du prochain match. Merci bien, bonne rentrée. Voilà pour ces quarts de finale de play-off. On va récapituler bien sûr, j'ai envie de dire, les résultats de cette soirée, en tout cas en ce qui concerne les play-offs, avec 3 victoires finalement à domicile, une seule victoire à l'extérieur, c'est-à-dire Bienne qui perd l'avantage de la glace face à Davos. Sinon les scores, vous les connaissez, et surtout les scores dans les séries également, c'est facile. Après juste un petit acte. On va passer maintenant au tour de placement, si vous le voulez bien, parce qu'il y a un club romois évidemment qui est engagé dans ce tour de placement. On veut parler du Lausanne Hockey Club. C'est une lutte à distance. Le but est bien d'être en vacances le plus vite possible. Pour cela, les Lausannois ont 6 matchs. Et la première rencontre de ce soir pour eux, sur cette étape, justement, sur ce parcours, sur ce calendrier, c'était du côté d'Ilfis pour affronter Langnau. Pas facile, Langnau qui avait manqué les playoffs pour pas grand-chose, finalement. On pouvait aussi s'attendre à, là aussi, à un match finalement serré entre les deux équipes. Et ça a été le cas avec un début de rencontre parfaitement maîtrisé par Lausanne, qui a marqué 2 fois, et notamment à 5 contre 3, on l'a vu, cette réussite de Junland. 2 buts de Junland, 8e, 9e minute de jeu, quel début idéal, Gilles Montandon. On se dit que le Lausanne Hockey Club s'achemine, ou en tout cas prendre la peau de favori de ce tour de placement. Bon, apparemment, ça devait être à 5 contre 3, donc au moins que ça marche. Au moins marquer des goals, ouais, c'est effectivement à 5 contre 3 à l'extérieur, il faut vraiment que ça tombe. Et là, c'est vrai que Lausanne commence pas si mal. Je crois que c'est encore un goal à 54, c'est la suite. Exactement, c'est la suite, ouais. Donc là, voilà, c'est un petit peu la faute à pas de chance, mais c'est goal quand même 2-0. Mais effectivement, après, la majeure partie du temps, ça se joue quand même le hockey sur glace à 5 contre 5. Et là, Langnau, c'est de nouveau une équipe là, qui baisse pas les armes. Hein. S'ils doivent tomber, c'est les armes à la main. Donc ils y ont cru jusqu'au bout. Et c'est vrai que pour Lausanne, ça devient un peu tendu. 2-2, à Johansson et Gustafsson qui vont égaliser. Puis là, il reste quelques secondes. Et le 3-2 de Jeffrey, quoi qu'il en soit, c'est Lausanne qui vire en tête après 20 minutes de jeu. Et on se dit que c'est plutôt réjouissant en ce qui concerne justement les Lausannois, parce que c'est jamais facile à Ilfis. En général, il n'y a pas forcément une pluie de buts quand vous jouez contre Langnau, parce que ça a tendance à cadenasser. Mais là, 3-2, bon, on fait le job du côté de Lausanne, hein, on dirait ça. Mais voilà. Ouais. Quand il reste 40 minutes de jeu à Ilfis, c'est compliqué. Comme Lausanne a fait toute la saison, on n'a pas joué 60 minutes. 3-3 d'Ostoïnov, 4-3 marqué par Gagnon, avec la sortie, c'est surtout la sortie de Christobal Huet qui va être remplacé par Tsur Kirchen. Christobal Huet titulaire dans ma cage, mais qui a connu une soirée compliquée cette fois.
Ben, quand c'est 4 buts en 9 shoots, c'est pas compliqué, Christo. Dommage pour lui sur cette action-là, je m'excuse, il peut rien. Je pense que John Faust a voulu casser le rythme, changer, pourquoi pas, secouer un peu ses troupes. Et ça fait 4 buts en 9 tirs, c'est 55 d'efficacité, donc mauvais départ pour Christophe Baluet. Et l'équipe en général, on a encaissé des buts. On n'a pas donné beaucoup de chances de marquer, mais l'autre équipe a capitalisé. Turkirchen a fait 13 arrêts sur 14 tirs après, mais dans l'ensemble du match, on va le voir après. Lausanne, on va le voir. Donc, la moyenne des gardiens, encore une fois, la moyenne des gardiens est insuffisante ce soir. Et c'est une des clés du problème. Danielson, assist de Jeffrey, le classique, tout simplement. Les meilleurs pointeurs de la saison régulière qui répondent présent avec ce tir de Danielson qui profite d'un bel écran aussi, là, devant le but de Riser. En effet, 4 partout après 40 minutes de jeu, il ne faudrait pas l'oublier. Il y a finalement qu'un petit but qui va encore être marqué et la fin de match mal maîtrisée. Parce que ça, regardez, il reste moins d'1 minute à jouer. Ok, on est à 5 contre 5, Langnau pousse, se tire et finalement le rebond, récupération de Gagnon qui crucifie les Lausannais. Écoutez, c'est un but qui va faire très mal. Et on va le voir après, Ambry a gagné ce soir. Et là, un rebond, un tir puissant. Je pense que Turkirchen, il ne peut pas grand-chose. Il donne un long rebond, ouais, et puis il est dans un angle fermé. C'est dur pour lui de l'envoyer dans l'autre coin. Le tir était soudain. Et là, le rebond arrive directement sur la canne du joueur de Langnau. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gardiens de Lausanne ce soir ont accordé 5 buts en 23 shoots. C'est largement insuffisant. Je veux dire, après ça, tu peux dire que c'est un soir comme ça et le puck arrive. Mais à un moment donné, des soirs comme ça, il y en a eu un petit peu trop du côté de Lausanne. Et puis à la fin du compte, c'est une partie du problème. On accorde 5 buts. Voilà, les joueurs ont limité l'autre équipe à 23 shoots. Puis tu prends 5 buts. Mais ça fait mal, ça fait très mal parce qu'on va le voir après, Ambry. Mais on va le voir maintenant surtout. OK, on va pas le voir après, on va le voir maintenant. Ça va faire encore plus mal après, là. Ah oui. Non, parce qu'Ambry s'est imposé 3 ce soir face à Cloton, un match qui a été aussi assez serré. Il y avait 0-0 après 20 minutes de jeu, Abbott pour le 1-0, Tverguer pour le 1 partout, Emerton va marquer le 2-1, 44e minute de jeu, Emerton. Il y aurait même eu pénalty très certainement, si apparemment le but n'avait pas été accordé. Il avait déjà levé le bras. Oui, c'est très clair, en effet, il n'y avait pas douté. Je pense que même moi, je l'aurais sifflé. Et Gugisberg... Ça veut dire que tu l'aurais mis. Non, je ne pense pas. Peut-être celui-ci. 3-1, Gugisberg. Quoi qu'il en soit, la victoire, en effet, d'Ambry Piotta. Ambry Piotta qui... J'ai envie de dire qu'il marque des points aussi psychologiquement, quand même, Gilles, parce que ces deux équipes qui ont quand même de fortes chances. On le répète depuis un moment déjà de se retrouver en finale des play-outs. Donc ça veut dire s'ils vont faire quelques matchs quand même encore l'un face à l'autre. Oui, effectivement, ils ont des échéances qui n'ont pas forcément... Attends, ils n'ont pas le même état d'esprit d'une équipe qui joue les play-offs. Là, ils sont en train de jouer leur chemise. Donc effectivement, la pression, là, ils savent vraiment ce que c'est. Bon, c'est vrai qu'Ambry est habitué au fait de jouer un peu ses play-outs, malheureusement. Et puis, c'est clair que maintenant, au classement, 3 points derrière Lausanne, je veux dire, ils sont dans une position assez confortable. Ils sont en position de chasser, puis pas d'être chassés. Donc, je crois que le prochain match est Lausanne est à Lausanne. Accueille Ambry mardi soir. Les deux équipes sont à 3 points d'écart. Il reste encore 5 matchs. J'ai envie de dire, wow. J'ai envie de dire, là, la pression à Lausanne, elle vient de monter d'un cran. Dans l'organisation, par tous les joueurs dans le vestiaire, je peux vous dire un truc, ça va pas être facile. Et là, la pression, c'est clairement Lausanne qui l'a. Parce qu'Ambry, on ne les attendait pas là, ils sont en train de les rattraper. Et là, c'est Lausanne qui se dit aïe, 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 il y a 3 points, on peut se faire là, c'est panique. Panique. Je t'interromps parce qu'en fait, on a un classement pour expliquer tout ça. Mais comme tu aimes bien anticiper, je me suis dit, je vais te laisser faire. Mais normalement, on a un classement justement de temps de classement pour illustrer exactement ce que tu viens de nous dire. Voilà, moi, j'ai dit juste. Voilà. J'ai pas dû raconter ça pour rien. C'est vrai. Non, il y a 3 points, en effet, vous le voyez, entre Lausanne et Ambry Piotta. Donc, en effet, ça se complique. Et le prochain match pourrait, en effet, être capital. C'est une rencontre à 6 points. Et puis, du côté de Langnau, avec 10 points d'avance, ça sent très très bon. Votre prochain match, peut-être, ça sera déjà quasiment fait. Dans le sac. Et puis du côté de Cloton, on est prêt, je peux vous le dire déjà depuis la 6e journée à faire cette finale de play-off. Il faudrait retourner dans les annales, on va dire, du classement. Mais... En parlant de Cloton, remarque judicieuse de Gilles durant la soirée, il y a un bloc qui marchait bien à Zurich, à Cloton. Santala, Praplan et Hollenstein. Ce soir, il a défait le bloc.
Hein? Ils ne jouaient pas ensemble. Santala était sur le deuxième bloc. Oui. C'est étonnant, non? En tout cas, sur le C'est pour papier, donner confiance à l'autre équipe. C'est le flair du coach, ça. On ne sait pas, c'est peut-être les faire réagir en effet, mais c'est aussi deux équipes qui ont engagé les gardiens étrangers, qui s'affrontent là. Puis vous vous rappelez un petit peu le timing. Il y a Ambry non, c'était Cloton qui en avait engagé un, Ambry qui avait réagi en engageant aussi un gardien étranger. Et bien ce soir, c'était Benjamin Comte et Paul Sauzer dans la cage. Voilà, en fait, on s'observe puis on veut se donner confiance mutuellement pour s'affronter dans une éventuelle série. Mais là, c'est moins sûr que ce soit ces deux équipes-là qui vont s'affronter. Alors, attendons. On verra ça. C'est vous dire s'il y aura du suspense, bien sûr, mardi prochain. Vous l'avez compris, on vous donne bien sûr rendez-vous 19h45 pour l'acte 2 de ces quarts de finale de play-off. Notre match studio sera la rencontre entre Genève et le CP Berne. Bien sûr, toutes les rencontres sont à suivre en direct sur MySports. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Gilles Montandon. Merci beaucoup, Mike McNamara. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à vous. Bon week-end et à mardi. Bye bye.